Merci à toutes et à tous pour votre présence, d'être resté ici avec nous jusqu'à la fin. On est presque là. Pour la troisième session, troisième panel du colloque, on a 3 présentations assez intéressantes. Pour moi, je me suis aperçu d'une thématique où il s'agit de la culture et la culture en relation avec le territoire. Et je pense que c'est intéressant comme la culture peut être quelque chose qui semble émaner du territoire, mais aussi peut être quelque chose qui a été transplanté. Et sans plus d'attente, on va laisser la parole à Elisabeth. Elisabeth est née et a grandi à Port-au-Prince, une ville qu'elle aime bien. Elle a une licence en architecture de l'université Quisqueya en Haïti, une maîtrise en architecture tropicale et caribéenne de l'université Pedro Enriquez Urena de la République dominicaine, une spécialisation en planification urbaine et SIG ITC des Pays Basques. Elle a travaillé comme architecte dans plusieurs institutions privées. Elle travaille actuellement à FOCAL, Fondation Connaissance et Liberté, depuis 2010 comme architecte dans un projet de préservation de patrimoine bâti. Elle vient de compléter une maîtrise en tourisme et patrimoine de l'université Senghor en Égypte et achève une maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine ISERSS de l'université d'État de Haïti. Laissons la parole à Elisabeth. Merci bien de nous joindre. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté que je présente ce travail de mémoire aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de participer au 7e colloque de l'IPAC. Alors, ce mémoire, je l'ai présenté pour obtenir une codiplomation en tourisme et patrimoine à l'université Senghor d'Égypte et également Mohamed Ier de Ouida du Maroc. Le thème que j'avais choisi de travailler, c'est le marketing territorial, une stratégie de préservation des maisons gingerbread de Port-au-Prince. Alors, cet après-midi, je vais vous faire un résumé de ce travail. Je vais vous parler du contexte, du marketing territorial et de la méthodologie et des résultats que j'ai obtenus suite à ce travail. Alors, pour bien établir le contexte, il faut savoir qu'en 2010, le 12 janvier 2010 précisément, Haïti a été frappé par un tremblement de terre majeur qui a fait énormément de dégâts et a provoqué des pertes considérables en vies humaines. Certains chiffres officiels parlent de 300 000 morts. En économie, il y a eu beaucoup d'usines et d'ateliers, beaucoup d'infrastructures de détruits et il y a eu également énormément de destruction au niveau du bâti. Beaucoup de résidences privées ont été détruites, des infrastructures comme des hôpitaux, des écoles, des tribunaux, et tout ça a été détruit, ou ce qui n'a pas été détruit a été rendu inutilisable à cause de tous les dommages qu'ils ont subis. Donc, ce qui nous a le plus frappé à Port-au-Prince, qui est la capitale et qui a été vraiment touchée sérieusement par ce tremblement de terre, c'est la perte de notre patrimoine architectural. On a perdu presque tous les symboles architecturaux de la ville, comme le Palais national, comme vous le voyez sur cette image, la cathédrale de Port-au-Prince, le Palais des ministères, le Palais de justice, le Palais législatif, pas mal d'églises, comme l'église du Sacré-Cœur de Turgeon, etc. Donc, on a vraiment perdu nos repères face à ce tremblement de terre. Et ce qui nous a vraiment choqués en tant que Port-au-Princiens. Mais face à tout ce désastre, et surtout au niveau du patrimoine bâti, certains bâtiments plutôt anciens sont restés debout. Et c'était vraiment paradoxal vu que ces bâtiments sont non seulement anciens, mais la plupart du temps, ce sont des bâtiments vétustes que les propriétaires avaient pratiquement abandonnés
pour construire de nouveaux bâtiments qui se sont effondrés lors du tremblement de terre. Donc, des bâtiments qui ont été construits entre 1880 et 1920 à peu près, dans une période où Port-au-Prince connaissait une grande croissance économique. Ces bâtiments sont construits au début, vers 1880 jusqu'à vers 1900 en bois, principalement en bois, tout était en bois. Comme vous voyez dans le bâtiment rouge, là, la structure est en bois, les parois extérieures, intérieures, tout ça, c'est en bois. Mais il y a eu pas mal d'incendies à Port-au-Prince, ce qui a ravagé des quartiers entiers. Donc, au fur et à mesure, on a réduit sur l'utilisation du bois dans ces bâtiments pour incorporer de la maçonnerie de chaux avec de la roche ou bien de la maçonnerie de briques. Peu importe les dimensions de ces maisons, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, il y a des caractéristiques communes qui font qu'elles fassent partie de ce patrimoine architectural que nous appelons les maisons gingerbread. Donc, ce sont principalement des maisons qui ont une hauteur plancher-plafond appréciable, près de 4,50 m, qui ont beaucoup de balcons et de galeries, qui ont beaucoup de portes aussi, beaucoup d'ouvertures. Et ces maisons, pour la plupart, sont construites en structure de bois, comme je l'avais dit précédemment, mais s'ils ont un étage, le plancher intermédiaire est en bois également, ce qui constitue une sorte de diaphragme. Les toitures sont très pentues et c'est pour une raison esthétique et aussi pour chasser au plus vite l'eau de pluie, et comme nous sommes en milieu tropical à Port-au-Prince. Alors, ce qui fait que cette architecture est particulièrement précieuse pour les Port-au-Princiens, c'est que ce sont des bâtiments qui ont été construits par des architectes haïtiens et qui ont étudié en Europe et qui sont revenus en Haïti et qui ont utilisé ce qu'ils ont appris de l'architecture balnéaire et européenne, de l'architecture victorienne qui existait aux États-Unis à l'époque, et aussi qui ont puisé de l'architecture vernaculaire, l'architecture rurale d'Haïti, et ils ont concocté ces maisons qui répondent parfaitement à la façon de vivre des Haïtiens. Nous vivons plus ou moins entre cours et jardin, et sur les galeries, sur les balcons, parce qu'il fait très chaud, et il n'y a pas vraiment d'espace à l'intérieur. Donc, et en plus, ce sont des bâtiments qui ont traversé le temps. Comme je vous l'ai dit, leur construction a commencé en 1880 et ça s'est terminé autour de 1920. Donc, ce sont des bâtiments qui ont traversé le temps, qui ont traversé également les couches sociales. Car si au début, ces bâtiments avaient été construits pour une classe plus ou moins aisée, mais la population et la classe moyenne s'en est emparée et il y a des immeubles, des maisons gingerbread de toutes les dimensions. Il y en a de très petites dans des quartiers où vivent des gens qui sont d'une économie moyenne. Donc, en plus de tout ça, ces maisons se sont révélées parasismiques et elles ont traversé le temps, elles ont traversé toutes les intempéries que nous connaissons annuellement en Haïti, les cyclones et les pluies tropicales, etc. Donc, tout ça fait que ces maisons sont très précieuses pour nous, d'autant plus que c'est pratiquement les seuls bâtiments anciens qui restent dans le Port-au-Prince d'aujourd'hui. Donc, c'est pratiquement ce qui reste à voir du Port-au-Prince d'antan, puisque, comme je vous l'ai expliqué tantôt, la majeure partie de notre patrimoine architectural a été détruit par le séisme de 2010. Donc, ce qui fait qu'en 2010, après le tremblement de terre, un grand programme de restauration et de préservation de ces maisons a été lancé et par l'institution pour laquelle je travaille, la Fondation Connaissance et Liberté, mais accompagnée de l'État haïtien, particulièrement de l'ISPAN, qui est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Donc, avec l'ISPAN, on a délimité un périmètre d'à peu près 2 km² au milieu de Port-au-Prince. C'est là que se retrouve la plus grande partie de ces maisons. Et bien sûr, ces maisons existent en dehors de ce périmètre et même dans certaines villes de province. Mais
en avril 2010, quand on a fait le premier inventaire, on a recensé près de 200 maisons gingerbread dans ce périmètre, ce qui donnait un argument de poids pour lancer une campagne de préservation. Alors, l'idée, c'était que ces maisons soient protégées par une législation haïtienne, que le quartier tout entier, le périmètre que nous avons défini avec l'ISPA soit déclaré périmètre à protéger ou bien patrimoine en danger, mais qu'il y ait des protections établies par l'État haïtien afin d'empêcher la destruction de ces maisons et de venir en aide aux propriétaires que vous voyez sur cette image et qui étaient très mobilisés et qui attendaient une aide pour reconstruire leur maison. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'État haïtien s'est complètement désengagé du projet et pour plusieurs raisons. La principale, c'est que le patrimoine n'est pas dans la liste des priorités des gouvernements successifs qui ont été au pouvoir depuis 2010 jusqu'à nos jours. Donc, ce n'est vraiment pas une priorité. Et deuxièmement, ces maisons particulièrement sont des maisons privées et la législation haïtienne actuellement ne permet pas vraiment à l'État haïtien de protéger des biens privés. Parce que la seule façon pour l'État haïtien de le faire, c'est de déclarer le bien d'utilité publique, d'avoir un projet pour ce bien et de dédommager le propriétaire afin d'en acquérir la propriété et d'exécuter le projet. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire au cas par cas. Et en plus, vous voyez, 200 maisons, c'est inimaginable que l'État haïtien puisse dédommager tous ses propriétaires, etc., investir tous ces fonds, alors qu'il y avait d'autres problèmes prioritaires comme enlever les gens qui étaient dans les camps après le tremblement de terre, leur donner de l'eau potable, de la nourriture, les reloger, tout ça, c'était bien plus important et prioritaire. Donc, au fur et à mesure, l'État s'est désengagé et les propriétaires ont été très déçus. Il y a eu une démobilisation concernant la préservation de ces maisons. Et en plus, ces maisons n'ont pas changé de statut. Elles sont restées des maisons privées. Quand on n'a pas obtenu que l'État fasse de nouvelles législations pour protéger ce patrimoine en danger. Donc, ce sont des maisons privées dont les propriétaires peuvent disposer comme ils veulent. Ils peuvent détruire un bout, tout casser, faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Donc, ces maisons, en 2023, soit 13 ans après la mobilisation qui était faite pour leur préservation, sont encore plus en danger qu'en 2010. Donc, il y a réellement maintenant une urgence à trouver une solution pour les préserver. Donc, c'est pour cela que le marketing territorial pourrait s'avérer une solution intéressante parce qu'on a besoin d'une stratégie pour mettre en valeur ces maisons sans passer par une reconnaissance officielle de l'État, une stratégie qui permette de gérer des fonds pour l'entretien et la sauvegarde de ces maisons, de générer ces fonds, une stratégie inclusive où toutes les parties prenantes puissent vraiment participer, les propriétaires, les voisins, l'État, les institutions étatiques en général qui sont impliquées dans la préservation du patrimoine et même les institutions qui sont toujours intéressées par la culture et le patrimoine. Et il faudrait vraiment une stratégie dont les acteurs non étatiques puissent prendre le leadership. Car, comme je vous l'ai expliqué, si on compte sur les acteurs étatiques pour préserver ce patrimoine, et ça ne va pas le faire, on ne va pas y arriver. Donc, c'est pourquoi le marketing territorial paraît une solution et une stratégie adéquate pour la préservation de ces maisons, car elle pourrait permettre vraiment de valoriser ces territoires et que les personnes qui sont vraiment intéressées à leur protection, en premier les propriétaires, puissent prendre le leadership de cette préservation. Donc, c'est quoi le marketing territorial? Je vais utiliser une définition de Golin de 2013 qui dit que c'est un effort collectif
qui vise la valorisation et l'adaptation des territoires pour attirer un public cible par une offre supérieure à celle de la concurrence. Donc, c'est comme faire du territoire un objet même de marketing. On a le territoire qu'on veut vendre à un certain public pour que ce public vienne dépenser et de là, trouver les fonds nécessaires pour continuer à entretenir ce territoire. Donc, pour ce faire, le marketing territorial repose sur 3 piliers. Il y a l'identité du territoire. Bien sûr, ce territoire doit être particulier, il doit être attrayant, avoir quelque chose vraiment d'inhabituel ou bien d'extraordinaire pour attirer un public et pour qu'un public soit intéressé à y venir. Donc, et je pense que les maisons Gingerbread regroupées au cœur de Port-au-Prince présentent cette caractéristique vraiment particulière et unique. Et ensuite, il faut des projets, toutes sortes de projets, des projets culturels ou d'autres projets qui puissent attirer un public. Ça veut dire avoir, je ne sais pas, des expositions, des tours, des visites guidées, toutes sortes d'activités, des activités culturelles, des concerts sur les places, etc. Toutes sortes d'activités, toutes sortes de projets peuvent être mis en branle afin d'attirer le public et de les intéresser à ce territoire et qu'ils viennent apporter des fonds pour entretenir ce territoire. L'idée, c'est que si ce territoire génère des fonds pour sa propre entretien, pour sa propre préservation, il y aura moins de besoin des propriétaires de démolir ces maisons pour construire des blocs d'appartements et l'État haïtien serait beaucoup plus intéressé à investir dans les infrastructures nécessaires pour conserver un territoire qui rapporte des sous. Donc, ensuite, le 3e pilier, bien sûr, ce sont les acteurs qui doivent se mobiliser. On doit pouvoir trouver un consensus entre tous les acteurs, les propriétaires, les voisins, les instances étatiques, les bailleurs de fonds éventuels, les institutions culturelles intéressées à la sauvegarde du patrimoine. Donc, pour mener mon enquête, j'ai choisi de faire des interviews semi-directives auprès des parties prenantes pour savoir est-ce que effectivement 13 ans après, on pouvait encore les mobiliser dans une nouvelle stratégie pour préserver ces maisons, car ils ont été très sollicités lors de la première tentative, lors de la première tentative de sauvegarde à partir de 2010. Donc, les propriétaires avaient beaucoup d'espoir. Ils comptaient beaucoup que leur maison soit reconnue, que leur maison bénéficie d'un statut particulier qui puisse leur permettre d'obtenir des fonds, etc., pour les réparer ou pour les entretenir. Mais ce n'est pas arrivé et il y en a beaucoup qui sont très, très déçus. Et puis, comme je vous ai expliqué, l'État haïtien est complètement s'est désintéressé du projet, pris ailleurs par d'autres soucis beaucoup plus prioritaires. Donc, est-ce que réellement, en 2023, tous ces acteurs seraient encore intéressés à préserver ces maisons? Donc, cette enquête que nous avons menée auprès des propriétaires, auprès des voisins, auprès des instances étatiques, auprès des institutions culturelles qui étaient très impliquées à partir de 2010 dans la préservation de ce patrimoine. Et les résultats nous ont permis de confirmer qu'effectivement, nous pouvons encore les mobiliser, que les propriétaires sont les plus intéressés. Ils sont les plus enthousiastes, bien entendu, parce que c'est eux qui ont le plus à perdre. Donc, ils veulent absolument restaurer leur maison, les réparer, les valoriser. Et ils sont prêts à se mettre en association et à faire ce qu'il faut pour mobiliser des fonds pour que le quartier puisse subsister. Ensuite, il y a les voisins. Et certains voisins pensent que même si eux, ils n'ont pas de maison Gingerbread, ils ont des maisons ordinaires, mais la valorisation de ces maisons va avoir un impact positif
sur leurs propres biens et que ça va augmenter la valeur en général du quartier et permettre aussi au quartier de bénéficier de services et d'infrastructures beaucoup plus adaptés et que finalement tout le voisinage va bénéficier des éventuels apports qui seront faits pour sauvegarder les maisons Gingerbread. Ensuite, nous avons contacté les organismes internationaux. Ils sont un peu moins enthousiastes parce que disons que chat échaudé craint l'eau froide. Mais ils sont toujours intéressés. Et bien sûr, ceux qui sont les moins intéressés à ce projet et les plus réticents sont les instances étatiques. Ils sont plutôt dans une posture d'attente. Et si ça marche, peut-être qu'ils vont donner leur contribution, mais vraiment, ils ne sont pas. Alors que ça devrait être une institution étatique comme l'ISPAN, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui dépend du ministère de la Culture. Ça devrait être une institution qui porte ce projet, mais ils sont plutôt dans une posture d'attente. Et si les propriétaires arrivent réellement à mobiliser les fonds et à revaloriser leur quartier par leurs propres initiatives, eux, ils pourraient venir en accompagnement et appuyer les demandes qu'ils pourraient faire auprès des instances étatiques pour avoir plus de support et obtenir plus de subventions ou bien d'infrastructures pour le quartier. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que j'ai été dans le temps. Et non, j'attends vos conclusions et alors vos questions. Je suis prête pour vos questions. OK, on poursuit avec notre thème d'engagement et territoire avec Pierre Jameson Beauséjour, qui nous rejoint depuis l'Université d'Ottawa. Le nom de sa présentation, c'est de l'appropriation populaire plus forte de la pointe dans la vie de Jérémy au regard de la problématique de la patrimonialisation. Pierre Jameson Beauséjour est né à Jérémy d'Haïti. Il est actuellement étudiant de maîtrise en sociologie à l'Université d'Ottawa au Canada. Il a réalisé son mémoire de licence sur la problématique de production des pratiques de loisirs collectifs dans le contexte des mutations urbaines de Port-au-Prince. Pierre Jameson Beauséjour s'intéresse à la culture urbaine, particulièrement au mouvement hip-hop en Haïti, aux pratiques culturelles et aux nouvelles pratiques de loisirs, aux jouets traditionnels en contexte numérique, aux phénomènes urbains et à la patrimonialisation. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à remercier et féliciter les organisateurs du psychologue, particulièrement Marie-Christine, parce que c'est avec qui j'ai constamment communiqué sur la planification du psychologue. Alors, je pense que son développement mérite d'être félicité. Merci beaucoup. Et mon propos de cet après-midi se porte sur l'appropriation populaire d'un objet patrimonial. C'est un fort qui se situe en Haïti, dans une petite ville qu'on appelle la ville de Jérémy. Alors, mon intervention de cet après-midi se porte sur 3 points et se subdivise en 3 points. Et je pourrais dire 4 points. Et d'abord, je vais essayer de partager avec vous la façon dont j'ai construit mon projet de recherche. Et ensuite, je communiquerai les démarches utilisées pour mener cette recherche. Et dans un 3e point, je vais vous donner quelques pistes d'analyse des hypothèses exploratoires et par rapport à nos objectifs. Et enfin, essayer d'expliquer certaines limites et aussi quelques contributions par rapport à ce projet de recherche. Alors, d'emblée, je dois préciser que c'est une ébauche de mon projet de maîtrise. Alors, c'est un premier travail, c'est pas encore systématisé. Alors, je m'excuse pour les imperfections et vous allez de toute façon remarquer. Alors, je continue. Et
Et le fort de la Pointe, comme j'ai précisé, c'est un fort qui se situe dans une petite ville et en Haïti qu'on appelle la ville de Jérémie. Et ce fort a été construit au 19e siècle. Et il a été construit au 19e siècle dans le but de protéger l'indépendance et le territoire haïtien contre un éventuel retour des Français. Parce que Haïti a été colonisé par la France. Alors, après l'indépendance, on a construit un ensemble de forts sur le territoire haïtien. Particulièrement, ces forts-là se situent dans les zones de littoral pour protéger et assurer l'indépendance du pays. Alors, et ce fort-là reste négligé pendant un certain nombre de temps. C'est-à-dire, il ne fait pas l'objet de protection, de conservation de la part des institutions publiques et étatiques. Alors, en 2021, on a lancé un projet qu'on appelle Jérémie Cabel pour rénover, restaurer et sauvegarder cet espace-là. Mais toutefois, je dois préciser qu'au cours de la non-protection par les institutions publiques, ce fonds-là a fait l'objet de ce qu'on appelle une appropriation populaire, c'est-à-dire les couches populaires de la ville de Jérémie s'investissent l'espace du fort, non seulement pour pratiquer de la pêche, pour essayer également d'utiliser cet espace à d'autres fins. Alors, et c'est par rapport à ce constat-là, et parce que ce projet reste inachevé jusqu'à présent. Mais cet inachèvement est lié à ce qu'on appelle la présence significative des couches populaires dans son espace. Alors, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à la façon dont les couches populaires s'approprient de cet espace, de cet objet patrimonial dans la ville de Jérémie. Et c'est pour cela, notre question de recherche, c'est cette question-là qui va nous orienter au cours de cette intervention, c'est comment les classes populaires de la ville de Jérémie s'approprient-elles le fort de la Pointe comme monument historique et à imposer leur usage. Alors, nous fixons 3 objectifs pour mener cette recherche. Le premier objectif, c'est d'étudier les enjeux sociaux de la patrimonialisation du fort de la Pointe en contexte de centralité populaire de la ville de Jérémie. Notre deuxième objectif, c'est de comprendre le processus par lequel les couches populaires et de la ville de Jérémie s'approprient l'espace du fort comme monument historique. Et enfin, nous fixons comme objectif d'analyser le sens que ce fort a pour ses habitants-là, particulièrement les couches populaires. Ensuite, je dois vous communiquer comment on discute, comment on discute sur la question de l'appropriation du patrimoine et en relation avec la ville. Alors, dans la littérature sur la question du patrimoine, j'ai identifié 2 tendances. Il y a une première tendance, une première grande orientation. On peut catégoriser Martha Pappalardo, Olivier Vézima qui a réalisé un mémoire sur Pointe-Saint-Charles, c'est au Québec, et Vincent Vercham qui voit qu'il y a une incompatibilité entre les couches populaires et la question du patrimoine. C'est-à-dire, dans l'espace urbain, on a tendance à occulter, à effacer la mémoire, les traces des couches populaires dans les centres-villes, dans l'espace urbain. Il y a une deuxième orientation, je pourrais dire que cette orientation est en train de systématiser parce que c'est en 2022 que Thomas Zalis, l'un des spécialistes de la question du patrimoine, a publié un article dans lequel il a recommandé une approche plutôt anarchiste du patrimoine. Parce que je dois annoncer que ces 2 orientations, en dépit des différences, ce sont des orientations critiques de l'objet patrimonial, de la question de la patrimonialisation, qui voient la patrimonialisation comme un processus conflictuel, soit avec l'État ou soit avec les habitants d'une communauté. C'est-à-dire, la patrimonialisation n'est pas un projet homogène et accepté de tout. Parfois, c'est un projet conflictuel par rapport à l'intérêt, par rapport à les enjeux de pouvoir qui
se tourne autour de cette question du patrimoine. Et l'une des lacunes que nous avons identifiées dans cette littérature, c'est que non seulement cette littérature s'est sortie dans les débats sur la gentrification, c'est-à-dire le processus par lequel on a tendance à gentrifier des espaces populaires, particulièrement des anciens sites industriels, et aussi ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle, on n'a pas nécessairement mais l'accent sur le côté historique de l'appropriation de l'objet patrimonial. Alors, c'est de cet angle-là que nous allons mener notre travail de recherche. Et nous avons utilisé deux concepts pour plus ou moins cadrer notre préoccupation. Le premier concept, c'est espace populaire et nous empruntons dans les œuvres de Ouzabounet. Ouzabounet, c'est un collectif des chercheurs transdisciplinaires dans l'université de Lille qui a beaucoup travaillé sur la question urbaine, particulièrement sur la ville de Roubaix. Et ce collectif-là a une approche, je pourrais dire, tout à fait nouvelle et originale sur la question urbaine. Parce que dans son approche, ils ont plus ou moins étudié les phénomènes urbains dans une perspective d'en bas, c'est-à-dire du point de vue des couches populaires, au lieu d'étudier les phénomènes urbains du point de vue de l'État, de la planification urbaine ou des multinationales. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé cette approche dans notre étude. La deuxième approche que nous avons utilisée se base sur le concept d'appropriation. C'est de préférence chez Fabrice Ripoll et Vincent Verschamp que nous avons appliqué ce concept-là. C'est l'action d'occuper l'espace, mais cette occupation de l'espace dans une logique d'utiliser cet espace comme ressource. Alors, ce sont ces deux concepts-là qui nous permettent de mieux cadrer, de mieux asseoir et notre préoccupation sur la question de l'appropriation du fort de la Pointe de la ville de Jérémie. Je continue avec la méthodologie qui est notre deuxième point dans ce travail. Comme j'ai déjà mentionné, le terrain de notre étude, c'est la ville de Jérémie, une petite ville qui se situe en Haïti, mais le fort se situe dans un quartier populaire. Certainement, le fort a été construit avant même. Il y avait cet espace populaire qui a construit autour du fort. Mais de plus en plus, ce quartier-là s'est construit pour non seulement par des habitants et de couches populaires, mais aussi des habitants d'origine paysanne. Alors, ils venaient d'installer dans ces espaces-là. Et c'est dans cette logique qu'ils ont nécessairement occupé l'espace du fort comme objet patrimonial. Et nous avons utilisé une approche méthodologique qualitative que nous empruntons chez Caroline Caron. Et cette approche méthodologique nous permet non seulement d'articuler la démarche critique que nous inscrivons notre étude, mais aussi la posture méthodologique inductive. C'est-à-dire, notre étude nécessairement s'inscrit dans une démarche qualitative. Les données que nous avons utilisées dans cette étude, ce sont des données, ce sont des informations que nous avons utilisées comme méthode. C'est théorisation en fait. Théorisation en fait, pourquoi? C'est parce que non seulement notre étude a un aspect exploratoire, mais aussi cette étude-là vise à donner la parole aux habitants, aux principaux habitants ou aux principaux occupateurs de ce fort. Alors, nous continuons, nous avons utilisé dans le cadre de ce travail précis et des observations préalables, c'est ce qu'on pourrait appeler une pré-enquête, c'est-à-dire nous allons dans le fort, nous faisons quelques photos et aussi faire des observations, les pratiques qui ont émergé dans cet espace-là. Et nous avons utilisé l'analyse de documents. Les documents, ce sont particulièrement des articles de presse. Il n'y a pas beaucoup qui ont été produits sur l'espace du fort. Il n'y a pas beaucoup, j'ai trouvé un seul article et une vidéo sur l'espace du fort. Et
je pourrais dire que c'est une étude que nous menons avec les couches populaires, c'est particulièrement les habitants du quartier populaire de la Pointe dans la ville de Jérémie. Nous poursuivons avec les analyses, on pourrait dire les hypothèses exploratoires de cette étude. Et d'abord, nous avons une première piste d'analyse que nous rendons compte que l'appropriation du fort de la Pointe s'inscrit dans une dynamique de la popularisation de la ville de Jérémie. Parce que la ville de Jérémie a une réputation comme ville. D'ailleurs, on appelle Jérémie la cité des poètes. C'est son surnom. Mais Jérémie, avec la transformation urbaine, a connu de plus en plus une occupation populaire de son espace. Et cette transformation-là, non seulement a changé l'usage et le tissu urbain de Jérémie. Et donc, l'appropriation populaire du fort de la Pointe s'inscrit dans la transformation de la ville de Jérémie ou de l'espace urbain d'une manière générale dans la société haïtienne. Et cette transformation-là est liée aussi à la crise de la paysannerie. Parce qu'avec la crise de la paysannerie, ça a engendré ce qu'on appelle l'exode rural. Il y a beaucoup de personnes qui habitaient autrefois dans le milieu rural haïtien qui vont laisser le milieu rural pour habiter dans les villes à la recherche d'une vie meilleure, entre guillemets. Et c'est de là que ces gens-là ont participé dans la production de l'espace urbain, que j'appelle l'espace populaire, pour inspirer du collectif aux abonnés. Alors, nous nous rendons compte, l'une des activités utilisées pour approprier l'espace, c'est la pêche. Étant donné que l'effort, parce qu'en Haïti, je devrais préciser ça, en Haïti, ce qu'on appelle le bord de mer, ce qu'on appelle autrefois un espace et pour non seulement importer des produits agricoles, ces espaces-là ont transformé, ils sont devenus des espaces, pour dire, des espaces des couches populaires. Ce sont des couches populaires principalement qui habitent dans le bord de mer, dans la ville de Jérémie. Et cette occupation du bord de mer dans les villes en Haïti s'inscrit dans la transformation de la ville de Jérémie. Alors, nous devons comprendre cette transformation au regard de l'appropriation du fort. Étant donné que le fort se situe au bord de mer, c'est-à-dire dans l'extrémité du centre-ville, dans le côté du littoral, alors son positionnement est favorable à l'occupation par des couches populaires. Étant donné, dans la logique de l'organisation de la ville en Haïti, ou particulièrement de l'espace urbain, les couches populaires ont tendance à habiter dans le bord de mer, délaissés par des couches aisées. Et alors, c'est la raison pour laquelle les couches populaires utilisent cet espace non seulement pour se reproduire, c'est un espace produit, mais pour se reproduire, parce que la pêche est l'activité principale que les gens utilisent pour se reproduire et son logement et la scolarité de leurs enfants et autres. Et alors, c'est un espace approprié pour survivre, pour subvenir à leurs besoins. Et deuxième piste d'analyse, nous constatons non seulement en dépit des précarités des habitants, l'espace est non construit. L'espace du fort est non construit. Cela veut dire quelque chose. Je n'ai pas encore mené des entretiens avec des habitants pour connaître. Est-ce que cela a un sens pour eux-mêmes? Dans l'interprétation des images de mes observations, je trouve que ça a un sens. Je pourrais dire cela a un sens, mais je n'ai pas encore donné le sens que cela a pour les habitants. Et parce qu'il y a aussi la pérennisation des places, il y a des pièces de canaux qui restent, et depuis le 19e siècle, ces habitants-là pourraient vendre ces pièces de canaux ou construire dans l'espace du fort. D'ailleurs, le fort se situe à proximité d'un quartier populaire qui est caractérisé par ce qu'on appelle la construction anarchique, désordonnée et tout ça, suivant la littérature sur la sociologie urbaine. Alors, et c'est pour cela que je considère que le fort fait l'objet d'une préservation précaire. Précaire, je ne peux pas dire inconsciente, mais précaire parce que non seulement la condition des habitants va déterminer sur les formes de rapport que ces habitants vont donner avec l'espace du fort. Alors, et je crois pour terminer, je vais seulement terminer avec cette question parce que l'arrivée, c'est
c'est essayer de regarder comment articuler non seulement l'appropriation populaire du support, mais aussi la dimension historique et mémorielle de cet espace-là. Alors, mesdames, messieurs, nous venons de parler de l'appropriation du port de la pêche dans la ville de Julie et nous nous rendons compte que la pêche est l'une des activités principales qu'on a utilisées pour s'approprier du fort. Et cette appropriation s'inscrit dans la logique de la transformation de l'espace urbain en Haïti. Et c'est tout ce que je vous ai à dire. Et merci pour votre écoute et votre patience. Merci. On poursuit avec notre dernière présentation de la session, c'est de la séance Engagement et Territoire, qui s'appelle l'expertise des viticulteurs francophones dans la péninsule du Niagara, adaptation et transmission du savoir-faire. Et c'est présenté par Hélène Pomares, qui est détentrice d'un baccalauréat en folklore et ethnologie de l'Université Laurentienne. Hélène Pomares effectue une maîtrise en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval sous la direction de Laurière Turgeon. Elle rédige un mémoire intitulé L'expertise des viticulteurs francophones de la péninsule du Niagara, adaptation et transmission du savoir. Originaire de la France, elle a d'abord immigré au Québec, où elle a réalisé que la découverte des nouvelles cultures la passionnait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Après le Québec, elle a eu l'opportunité d'élargir ses connaissances culturelles en explorant l'Ontario. Elle a ainsi découvert 3 nouvelles cultures, celle des francophones et des anglophones de l'Ontario, ainsi que celle des Premières Nations situées proches des Grands Lacs. Ce qui l'intéresse avant tout, ce sont les échanges interculturels et le fait de vivre en immersion au sein d'une culture. Merci et bienvenue, Hélène. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Bonjour, je m'appelle Hélène, donc je suis candidate à la maîtrise en ethnologie et patrimoine depuis septembre 2022 à l'Université Laval. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais prendre le temps de remercier les organisateurs de ce colloque. Vous m'entendez? Oui. Ah, super. Je pense remercier notamment Marie-Christine et Laurier, ainsi que l'ensemble des membres du comité organisateur. Ce colloque, me permet de présenter mon sujet de recherche à un public plus large. Donc, merci encore pour cette belle opportunité de visibilité de mes travaux en cours. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche qui s'intitule « L'expertise des viticulteurs francophones dans la péninsule de Niagara, adaptation et transmission du savoir-faire ». Le sujet portera sur l'engagement de viticulteurs passionnés en ce qui concerne la transmission de leur savoir-faire et sur la place qu'ils ont réussi à se tailler au sein d'un territoire peuplé majoritairement par des anglophones. Ma recherche s'effectue donc sous la supervision de Laurier Turgeon, qui est à la fois directeur de l'IPAC, directeur du laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia et directeur du programme en sciences historiques et études patrimoniales. Au cours de cette présentation, je commencerai par préciser le contexte qui m'a amené à m'intéresser au sujet, ainsi que la problématique que j'ai relevée dans le point 1. Par la suite, je parlerai du plan qui sera mis en place, ainsi que des objectifs à atteindre dans le point 2. Et je terminerai par une explication de la méthodologie envisagée et qui a d'ailleurs été récemment approuvée par le comité d'éthique au point 3. Le patrimoine viticole et particulièrement le produit fini, de couleur rouge, blanc ou rosé, a le mérite d'être très populaire, très respecté et apprécié dans la plupart des pays et depuis plusieurs siècles. En France, mon pays d'origine, la fabrication de la consommation de vin fait entièrement partie des habitudes culturelles. Du coup, les viticulteurs ont graduellement développé leur expertise au niveau de la fabrication. Ça leur a permis de se faire connaître à l'international au travers de la qualité supérieure de leurs produits finis. Petit à petit, les fabricants de ces produits alcoolisés ont constaté que leur expertise et leur savoir-faire étaient de plus en plus recherchés à l'étranger. Du coup, certains de ces viticulteurs francophones, soit originaires de France ou d'autres pays ou provinces francophones,
ont fait le choix de transférer leur savoir-faire à l'étranger et notamment au sein d'une des régions canadiennes bénéficiant d'un climat propice à la culture du vin. C'est donc dans la péninsule du Niagara, située dans le sud de l'Ontario, que va démarrer ma recherche. Sur la carte, vous voyez tous la carte? Oui. Super. Sur la carte, vous voyez 3 régions viticoles dans le sud de l'Ontario. Il y a celle de Prince Edward County en orange, celle de Lake Erie North Shore en bleu et celle de Niagara en vert. C'est donc celle de Niagara que j'étudierai, tout simplement parce que je réside dans la région depuis 9 ans maintenant. Donc, dès que les viticulteurs francophones se sont installés dans la région, ils ont rapidement dû gérer plusieurs défis de taille afin de réussir leur intégration. Plus précisément, ils ont dû faire face à la différence de culture, puisqu'ils ont grandi au sein d'une culture européenne francophone ou québécoise pour certains. Ils doivent désormais apprendre les rouages de la culture canadienne, surtout pour ceux qui arrivent d'Europe. Et les Québécois francophones, de leur côté, doivent s'accoutumer à la culture anglophone majoritaire et très présente à l'extérieur du Québec. Ce dernier point les a aussi exposés à la différence au niveau de la langue, car ils se sont retrouvés entourés d'anglophones en majorité, et finalement, ils ont dû faire face à la différence climatique. Là, je parle pour les non-québécois uniquement. Donc, d'un point de vue personnel, mais surtout professionnel, et donc en lien avec l'exploitation de la vigne afin de produire un vin de qualité. Ça nous amène donc à la problématique suivante. Comment ont-ils réussi à s'adapter et comment sont-ils parvenus à transmettre leur savoir-faire à la relève locale? Afin de pouvoir répondre à ces questions, il faudra dans un premier temps cerner les enjeux et les défis que les viticulteurs ont eu à gérer. Par la suite, il faudra recenser les solutions et les compromis que ces derniers ont dû faire afin d'optimiser à la fois leur intégration, mais également la transmission de leur savoir-faire. Ça nous amènera donc à déterminer plus précisément comment ces derniers ont été en mesure de gérer la transmission des savoirs. Les objectifs de cette recherche sont donc de recenser et d'analyser plusieurs retours d'expérience de viticulteurs francophones résidant ou ayant résidé dans la péninsule du Niagara et d'apporter des pistes de solutions que pourrait adopter la relève souhaitant s'installer dans la région et aussi de contribuer à la sauvegarde et à la préservation des savoir-faire techniques reliés à la viticulture canadienne. Sur les photos de droite, vous pouvez voir le domaine du Château des Charmes situé à Niagara-on-the-Lake. C'est un des vignobles où les viticulteurs sont francophones depuis plusieurs générations, avec le fondateur et propriétaire du domaine, M. Bosque, ainsi que sa femme à gauche, son fils qui a repris la relève du domaine et sa belle-fille. Donc, pour mener à bien mon projet, je me suis organisée de la façon suivante. J'ai donc commencé par effectuer une recherche documentaire qui m'a ainsi permis de dresser un état de la question. Une fois que cette étape a été effectuée, je me suis penchée sur l'élaboration de mon guide d'entrevue et aussi de l'approche envisagée pour recruter les viticulteurs. Cette seconde étape est importante car tous les documents ont été transmis au comité d'éthique. Quand j'ai obtenu mon numéro d'approbation de la part du comité d'éthique, je l'ai eu début mai de cette année, j'ai commencé mon enquête de terrain qui consiste donc à recruter et à interroger des viticulteurs francophones. Et le Château des Charmes, que vous avez vu tantôt en photo, fera partie d'un de mes arrêts en juin prochain. À ce jour, j'ai envoyé des courriels aux viticulteurs francophones que j'ai pu retracer sur le web, donc un gros total de 8 personnes. À l'heure actuelle, 3 viticulteurs et une viticultrice m'ont répondu et ont accepté de participer. J'ai donc déjà rencontré et interviewé l'un d'entre eux et j'ai une rencontre avec 2 autres mi-juin. Et le quatrième viticulteur réside en France actuellement, fait que ça sera probablement une rencontre via Zoom
mais c'est à déterminer. Concernant 2 autres viticulteurs, on m'a informé qu'ils seront de retour au vignoble début juillet, donc j'espère être en mesure de pouvoir les rencontrer dans le courant du mois de juillet ou du mois d'août au plus tard. Au final, j'espère obtenir un échantillon d'au moins 5 entrevues, ce qui serait pas mal du tout pour une étude se voulant qualitative. Une fois cette étape terminée, je passerai à l'analyse des entrevues. Et finalement, l'étape ultime qui a commencé en mars et qui va se poursuivre au cours des prochains mois, ce sera la rédaction de mon mémoire. J'ai donc déjà élaboré le plan de mémoire, ce qui m'a permis de commencer à rédiger certaines parties, comme le chapitre 1 et 2, sur un total de 4 chapitres. Je rédigerai donc les 2 derniers chapitres après avoir analysé et interprété mes résultats d'enquête. Voilà ce qui fait le tour de ce bref survol au sujet de mon projet de recherche et merci d'avoir écouté cette présentation. Top chrono, je pense que j'étais pas mal dans les temps et la plus rapide, non? Oui, oui. J'ai fait en sorte de rattraper un petit peu le retard. Oui, alors ça conclut la 3e présentation de notre séance. Merci Hélène, c'est très intéressant. Surtout, je pense que on trouve des vignerons où c'est possible. N'importe où dans le monde, on peut trouver des vignerons peut-être. Et pas seulement en France ou en Chili, dans les grandes régions qu'on connaît pour les vins, mais il y a aussi localement, qui est très important de souligner. Alors, chers participantes et participants, conférenciers, conférencières, donc c'est donc la fin de la 7e édition du colloque étudiant de l'IPAC, donc qui était sur le thème patrimoine et engagement. Donc, le comité d'organisation souhaite remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée et aux riches échanges qu'on a pu avoir. Donc, tout d'abord, nous remercions les 11 conférenciers et conférencières qui nous ont présenté leurs travaux de maîtrise ou de doctorat et que nous tenons à féliciter chaleureusement pour leur présentation. Nous tenons également à remercier les invités d'honneur qui ont ouvert cette journée, dont Madame Francine Lelièvre, qui a accepté que le lancement de son livre « Pointe-à-Calière, inventer un musée » se fasse en parallèle du colloque étudiant. Et également, merci à Monsieur René Bouchard qui a animé la conférence d'ouverture de ce matin. Et nous remercions à cet égard également les partenaires de l'événement, donc le CELAT et son directeur Jean-François Gauvin, la Commission de la mémoire franco-québécoise, la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, et enfin l'IPAC et son directeur Laurier Thury. Et enfin, le laboratoire d'archéologie. Et le laboratoire d'archéologie. Et un dernier remerciement tout particulier à Marie-Christine Lambert-Perrault, coordonnatrice de l'IPAC, pour le soutien qu'elle a apporté à toute l'organisation de cet événement, et qui a été vraiment précieux pour le comité d'organisation et qui a été indispensable pour la réussite de cette journée. Et finalement, je m'exprime au nom du comité d'organisation lorsque je dis que ça a été un plaisir pour nous d'organiser cette 7e édition et que nous souhaitons une belle continuation à cette initiative pour les prochaines années. Merci à vous.